La métaphysique, la haute métaphysique en tout cas, c'est la science du pourquoi. Et ça complète la physique qui est la science du comment. C'est-à-dire que la physique, c'est on observe les choses, on les mesure, on les capte, on essaye de travailler avec, de reproduire des expériences, c'est de la physique. Parce que c'est sur ce qui apparaît, ce qui est physique, ce qui est visible. Alors que la métaphysique, ça ne s'adresse pas du tout à ce qui est visible. Ça explique ce qui est visible. C'est-à-dire, ça dit le pourquoi de ce qui est visible. Pourquoi il y a l'univers? Pourquoi il y a la matière? Pourquoi on a l'impression que c'est assez solide? Pourquoi il y a des fleurs qui poussent? Celles-là ne poussent pas beaucoup d'ailleurs. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Et tout ça, évidemment, ce n'est pas du domaine de la physique, puisque à partir du moment où on observe une chose, c'est un effet, ce n'est plus une cause. Donc les causes sont toujours invisibles. La métaphysique étant la science des causes, on s'aperçoit que la première chose qui apparaît, c'est l'esprit et non pas l'énergie. Moi, quand j'ai fait ce travail, qui m'a permis donc d'expliquer l'esprit et l'énergie à partir du néant, en 1985, c'est en cherchant l'origine de l'énergie. Ce n'est pas en cherchant l'origine de l'esprit. Mais ce qui est apparu comme évident, très rapidement, il a quand même fallu 12 ou 15 ans de méditation pour ça, c'est que la première chose qui apparaît dans l'instant présent, c'est l'esprit, et que l'énergie n'en est qu'une forme. Et l'autre, c'est la chrysanthème. Donc, on ne s'attendait pas à ça. Bon. Et la chrysanthème, c'est, en fait, je redonne vie à la mort des corps. C'est peut-être pour ça que la chrysanthème, elle est toujours là, présente au mois de novembre, hein, à la fête des morts. Et je rallume la flamme de vie. Donc vous verrez bien quand il va parler si ça rallume la flamme de vie en vous et si ça vous donne des explications. J'espère que je vais ranimer la flamme de... Voilà. Donc je ne sais pas si je présente Franck Hatem quand même, vous le connaissez peut-être déjà. Donc ça fait pas mal d'années que je le connais. Et c'est une amie qui nous a présenté il y a une vingtaine d'années et qui, donc je l'ai trouvé gentil. Bon, on est allé, d'ailleurs c'était le bal du 14 juillet, on est allé danser avec toute une bande. Et puis il me disait, tu sais, Franck Hatem, il a écrit des bouquins, oh là là, c'est un des hommes les plus intelligents de la planète, qu'elle me disait. Alors j'ai dit, ouais, c'est ça. Et je me disais, oh, bah, il est gentil quand même, il est intelligent. Et donc, je me suis... Et puis, bon, bah, on faisait la fête, on allait au bal, on prenait des pots et tout. Et après, il y en a un autre qui arrive, tu sais, Franck Hatem, tu es ami avec Franck Hatem. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et je voulais pas lire ses livres parce que je le trouvais gentil. Je me disais, bah attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis après, je me suis dit, heureusement que j'avais pas lu ses livres avant parce que j'ai vraiment pas parlé, tellement je trouvais ça tellement sérieux que, que ça me plaisait pas. Bon, voilà, c'était l'anecdote. C'était notre page de pub. C'était notre page de pub. Donc je vais le laisser parler, puis ceux qui viendront, ils viendront après, quoi. Ok, merci. Alors on va poser ça. Merci quand même. L'esprit, l'univers, etc. ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser comme prendre une chaise et comparer avec une autre chaise, n'est-ce pas? C'est pas la même chose que l'univers. L'univers, on ne peut pas prendre un univers ici et faire des expériences sur un autre univers ailleurs pour voir si ce qu'on disait de l'univers ici est valable sur un autre univers. C'est pas possible. L'univers, il n'y en a qu'un. Et l'univers, en plus, on fait partie de cet univers. Donc on ne peut pas espérer avoir une attitude physicienne par rapport à l'univers. L'univers n'est pas un objet pour la physique, n'est pas un objet sur lequel la physique puisse avoir un discours cohérent. C'est la même chose pour l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit, c'est soi, et c'est toujours soi, et c'est jamais autre chose que soi. Et pour chacun d'entre nous, l'esprit, c'est toujours soi. Et donc, il n'y a jamais moyen non plus de faire une expérience ici sur soi et d'essayer de la reproduire sur un autre, puisqu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas l'autre esprit avec lequel qu'on puisse utiliser, etc. Donc tout ça fait que on a, et puis diverses autres raisons aussi, font que ces deux sciences qui sont parfaitement différentes et inconciliables quelque part, elles ont chacune leur rôle, mais bon, elles ne vont pas dire les mêmes choses et ne peuvent pas s'intéresser au même domaine, même si ils tentent, évidemment, la physique tente toujours d'avoir un discours sur l'esprit ou tente d'avoir un discours sur l'univers, mais compte tenu de ces impossibilités-là, on ne peut pas aboutir véritablement dans ce domaine-là. Donc,
La métaphysique, c'est une autre épistémologie qui s'occupe des causes, qui s'occupe du pourquoi, qui s'occupe de la totalité, qui s'occupe de l'universalité. Et lorsqu'on s'occupe de psychologie, comme c'est notre cas ici, puisqu'on parle d'émotions, évidemment, on a aussi un discours sur l'esprit. Mais c'est un discours sur l'esprit qui a besoin d'être sous-tendu par une compréhension de ce que c'est que l'esprit, n'est-ce pas? Ce que c'est que soi. Pourquoi il y a la conscience? Pourquoi on a des désirs? Pourquoi on a des peurs? Pourquoi, etc. Volontaire, la création n'est pas consciente. Je ne crée pas consciemment. Je ne peux pas créer consciemment puisque la conscience est un processus inconscient. La conscience, c'est une fois qu'il y a la séparation qu'il y a conscience. Tant qu'il n'y a pas séparation zéro-infini, il n'y a pas conscience. Évidemment, ça se fait dans l'instant présent. Ça ne se fait pas dans le temps. C'est pas avant il n'y avait pas, maintenant il y a. On n'a pas été dans le néant pour maintenant être dans l'univers. Mais dans l'instant présent, la séparation se fait. Ce n'est que par cette séparation qu'il y a conscience. L'opposition du zéro à l'infini, l'expulsion de l'infini par le zéro, c'est ça qui fait la conscience. Donc le processus, la nécessité qui engendre la conscience n'est pas conscient. Et c'est exactement le même processus qui est créateur. J'ai l'impression qu'il y a un univers une fois que je l'ai créé. Tant que je ne l'ai pas créé, je ne suis pas comptable de ce processus créateur. Je suis ce processus créateur, je ne peux pas en être conscient. Personne d'entre nous n'a conscience d'avoir créé son univers. Et pourtant, à chaque instant, on le crée. Il n'y a pas un seul instant où on s'est dit « Ah tiens, je vais créer l'univers comme si je vais créer l'univers ». La conscience ne peut pas fonctionner autrement qu'en croyant à l'espace et au temps. C'est-à-dire que le temps, l'espace, c'est le fait d'être conscient qui l'engendre. Le fait d'être conscient, c'est de se retrouver forcément au centre de quelque chose qu'on considère comme n'étant pas soi, donc comme étant extérieur, et n'étant pas limité. Donc j'ai l'impression d'être au centre de l'infini, ça revient à ça. Tout le monde a l'impression d'être le centre du monde, on n'y peut rien. Et le temps, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire ce que je crois extérieur, petit à petit va redevenir intérieur, mais ça ne peut pas le devenir instantanément, donc ça va mettre du temps pour y aller, pour y arriver. Donc tout ça va être intégré, et je ne peux pas ne pas avoir ce sentiment de temps, parce qu'à chaque instant, je suis différent. Et donc à chaque instant, ma mémoire est différente. Ce qui change, c'est la mémoire. En fait, ça ne change pas, tout est potentiellement là. Mais à chaque instant, je m'identifie ici à une mémoire différente qui me donne l'illusion du temps. Et c'est cette différence de mémoire qui définit les différents égos, qui sont tous animés par la même conscience. Ah, ça y est, maintenant je comprends. C'est réglé. Le champ magnétique est créé par l'esprit, alors. Le champ magnétique, c'est l'esprit. Attraction, répulsion. Il n'y a pas une particule qui ne soit pas ça. Donc le fait de dire qu'il y a des particules séparées par du vide, c'est complètement artificiel. C'est comme pour nous de dire que nous sommes séparés par de l'espace. C'est complètement artificiel. En réalité, nous sommes unis par la même énergie. C'est la même énergie qui nous... C'est l'esprit, quoi, qui nous relie. Mais à notre niveau de conscience, nous avons besoin d'identifier des êtres humains à distance. Et on ne veut pas qu'il y ait fusion entre les êtres humains. Les êtres humains, je peux les prendre dans mes bras, mais ça va s'arrêter là. Je n'ai pas accepté de fusionner. Jamais. Alors qu'en fait, il y a déjà fusion, puisque c'est la même énergie. Il n'y a rien qui sépare. Et donc, voilà. Donc, quand on a un certain niveau de conscience, on perçoit qu'il y a des planètes ici, une planète là, et qu'elles sont à distance l'une de l'autre. Évidemment qu'elles sont dualistes toutes les deux, elles sont attractives et répulsives, donc elles vont avoir qu'une chose à faire, c'est de mettre leurs pôles en attraction et tomber les uns sur les autres. Elles ne veulent rien faire d'autre. Mais, dans certaines conditions, qui ont été découvertes par mon père en 1955, évidemment, il y en a plusieurs parmi vous qui avaient déjà entendu ça, donc je m'en excuse pour eux, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas entendu. Dans certaines conditions, lorsque les distances apparentes sont extrêmement grandes, et donc que la différence d'attraction et de répulsion selon les différentes positions est négligeable, c'est-à-dire qu'il y a ici autant attraction et répulsion entre les deux
Autant d'attraction entre les deux que répulsion entre les deux, alors qu'ici, il y a beaucoup plus d'attraction que de répulsion. Entre les deux pôles qui s'opposent et les deux pôles qui s'attirent, il y a une très grande différence. Donc là, ils ne peuvent que tomber les uns sur les autres. Alors qu'à grande distance, ça s'équilibre. Et si ça s'équilibre, c'est stable. Et si c'est stable, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se mettre à tourner. Et encore, pendant toutes les circonstances. Si elles ne sont pas dans le même plan, elles vont encore trouver le moyen de tomber les unes sur les autres. Si elles ne sont pas dans le plan de l'écliptique l'une de l'autre, dans le plan de l'équateur. Le plan de l'équateur, c'est ce qui sépare les deux pôles. Et si elles sont donc... si leurs axes, si les axes des pôles sont complètement parallèles, pareil. Elles vont trouver le moyen, à un moment ou à un autre, de tomber. Mais si elles sont à peu près dans le même plan, dans le plan de l'équateur, et si en même temps elles sont pas complètement parallèles, et donc à très grande distance, alors, dans seulement ces circonstances-là, qui sont très rares, va se former un atome ou un système planétaire. Tout le reste a disparu. Tout le reste, pof, ça s'est agglutiné et ça fait des masses plus grosses. Des planètes plus grosses, des étoiles plus grosses, des particules plus grosses, etc. Au bout d'un moment, ça se stabilise, ça ne grossit plus. Et celles qui ne sont pas dans les bonnes positions vont continuer de tomber, mais il va rester celles qui peuvent faire des systèmes, et celles-là, elles ne peuvent pas faire autrement que de créer des systèmes atomiques. On a nié l'existence de l'inconscient. Et aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne croient pas du tout à l'inconscient. Ils disent, moi je crois ce que je vois, je crois ce que je peux percevoir, tangible. Mais si vous leur dites que c'est leur inconscient qui les a menés à telle ou telle situation, ils diront pas du tout, moi j'ai pas d'inconscient, c'est mon conscient qui m'a amené là. Alors que, non, c'est évidemment l'inconscient qui dirige, puisque c'est l'inconscient qui est le but. Et donc c'est l'inconscient qui est la source d'énergie. Enfin, c'est le but qui est la source d'énergie. Vous le savez, il n'y a pas d'énergie sans but, et le but est toujours la source d'énergie. On ne peut pas avoir une origine, personne n'a une origine, tout le monde a un but, et c'est ce but qui fait qu'on recrée l'univers à chaque instant, et qu'on se recrée un ego à chaque instant, et non pas qu'on vient du passé qui nous aurait créé. Le passé est incapable de créer quoi que ce soit. Le passé n'a jamais rien créé. La seule chose qui crée, c'est le but. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette cohérence dans la croyance en Dieu de beaucoup de gens. C'est parce qu'ils considèrent que ce but vers lequel ils vont est leur source, est le créateur. Et ils ont raison de ce point de vue-là. C'est la source. La source, c'est un but, c'est pas du tout une origine. On ne vient pas d'un Big Bang ou de je ne sais quoi hier qui se serait passé et qui ferait que on sera là. Ça, c'est vraiment fondamental pour évacuer l'idée de hasard. Hein, c'est un autre sujet, mais c'est très important. Où il y a hasard, où il y a but. Et si c'est le but qui est créateur et qui engendre les choses, c'est bien qu'il n'y a pas de hasard possible. À aucun moment, en aucune circonstance, il ne peut y avoir le moindre hasard. C'est toujours le but qui dirige. Si on était issu du passé, lancé par un coup de pied au derrière, une pichenette cosmique ou je ne sais quoi, ou un Big Bang, évidemment tout serait lancé au hasard. Et dans ce cas, notre vie aussi serait régie par le hasard. Et ça s'arrêterait surtout. Au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Ça s'arrêterait même tout de suite. Si l'univers avait été lancé, il ne durerait pas. Évidemment, il n'y aurait aucune raison de continuer. Mais c'est bien pire que ça. C'est que pour qu'il y ait quelque chose maintenant, pour qu'il y ait un univers dans l'instant présent, il faut que la cause soit présente. S'il y a eu la cause hier, il peut y avoir un univers hier, mais ça ne va pas durer. C'est tout. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Le fait d'avoir un univers maintenant, en lui-même, laisse entendre que la cause de cet univers est présente. Elle est maintenant la cause. Ça vous paraît rationnel, ça? Oui. S'il n'y avait pas de cause d'univers maintenant, pourquoi il y aurait un univers? S'il n'y avait pas de cause à la conscience maintenant, pourquoi il y aurait la conscience? Non, s'il y a une conscience maintenant, c'est que la cause de la conscience est maintenant. Et elle est encore maintenant. Et elle est encore maintenant. Et puis elle est encore maintenant. Elle est toujours maintenant. Alors une cause qui est toujours là, qui est toujours présente, est-ce que ça peut être le hasard? Je me le demande. Non, on peut pas vivre sans univers, mais ce qu'il faut, c'est arriver à vivre sans être dupe, comme on disait tout à l'heure,
sans être dupe de cet univers, c'est-à-dire sans attachement particulier, sans haine particulière, sans refus particulier, simplement en se disant « chouette, j'ai créé cet univers jusqu'à présent, maintenant je vais en créer un autre, pour jouer, parce que ce n'est qu'un jeu. » Au bout du compte, c'est un jeu. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la paix intérieure, de métaphysique et de libération de mémoire qui nous enchaînent à des comportements et à des scénarios de vie qui ne nous font pas du bien. Donc j'ai deux experts avec moi. Expert est un mot à la mode, en tout cas des gens aguerris, donc qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc Louise Gervais, ici présente, donc, qui est accompagnante sur le chemin de la paix intérieure pour une paix internationale. Tout un programme, on va en savoir plus dans quelques instants. Et Franck Hatem, Bonsoir, bonsoir. Métaphysicien de renom, qu'on ne présente plus, auteur, conférencier, etc. Vous avez la liste de ses ouvrages en bas de la vidéo. Donc, ma première question, c'est pourquoi finalement, pourquoi l'humain se trimballe autant de mémoire négative? Pourquoi est-il aussi impuissant face à ces répétitions de scénarios de vie destructeurs dans sa vie? Comment ça se fait que l'humain se trimballe tout ça? Alors Louise, commençons avec Louise. Honneur aux dames. Hein. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on a tenté de répondre à cette question depuis tellement longtemps avec des techniques ou des approches psychologiques. On a passé un long moment où on parlait de psychologie énergétique et on se rend compte que d'abord, notre gros bon sens nous dit « Waouh, qu'est-ce que c'est lourd de se trimballer toutes ces valises ?» Et moi, ce que je fais depuis des décennies maintenant, c'est que j'enseigne ce que j'appelle de nobles outils de paix. Donc, des petites approches, des petites techniques vraiment rapides à utiliser au quotidien, peut-être en passant un peu par la psychologie, mais surtout en passant par le corps. Parce que tu sais quoi, si ce n'était pas important, on ne serait pas ici avec des corps physiques. C'est clair. Alors, ben voilà, ce sont des petites approches qui remettent en mouvement tout ce qui peut être stagnant dans le corps. Alors, j'en parlerai un petit peu plus si tu veux tout à l'heure. D'accord, donc l'EFT fait partie de cette approche. Tu as traduit du reste un ouvrage célèbre de Gary Craig, qui est le créateur de l'EFT. Donc je suppose que l'EFT fait partie de tes techniques, de tes approches, de tes petits outils. L'Ho'oponopono aussi, tu as écrit un livre qui en parle. Tout à fait. Avec l'EFT, avec aussi l'écriture sacrée. Bien sûr, tout à fait. Et plein d'autres petits outils extraordinaires comme Immunix, comme un outil hyper intelligent qui est le HeartMath. En France, on connaît ça sous le nom de cohérence cardiaque, mais moi j'ai vraiment simplifié ça parce que ça permet justement une harmonie de cette intelligence qui nous sauve la vie et de l'intelligence intuitive du cœur. Mais des petites approches, comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment rapides et voilà. Et toujours en passant par le corps physique. Ok. Donc qu'on peut pratiquer chez soi au quotidien, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Aussi avec peut-être un binôme ou en groupe? Ah oui, surtout en groupe. Surtout en absolument. Groupe. L'approche de groupe est effectivement très importante. Tout à fait, tout à fait. Et plus que jamais d'ailleurs avec, tu sais, des outils comme Skype et comme Zoom et ainsi de suite, où tout le monde peut participer, où qu'on soit, on peut être à La Réunion en même temps au Canada, en Amérique du Sud. Voilà, et on a l'impression de déjà créer une communauté en fait. Ouais, il se passe quelque chose même à distance. Oh yes. Ouais. C'est quelque chose puisque tu animes aussi, comme Franck, des ateliers en ligne sur ces sujets-là. Donc on aimerait en savoir plus sur ces outils. Franck, par rapport à cette première question, enchanté. Hein. Très heureux de te rencontrer, cher monsieur. Voilà. Pourquoi l'humain finalement se trimballe autant de problèmes? Pourquoi il s'accroche à ses mémoires, comme tu disais aussi, dans ta oui. question. C'est une protection. C'est purement et simplement une protection. Les mémoires nous permettent d'échapper. Il faut choisir, ou bien on est dans la retenue par rapport au passé, ou bien on est dans la projection par rapport au but, par rapport au futur. Et les mémoires permettent de nous maintenir en arrière. Donc d'échapper à sa mission, d'échapper à sa réalisation, d'échapper à sa grandeur. C'est ça qui nous fait peur. L'ego, de toute façon, est
un amoncellement de mémoires. Mais ces mémoires, ce n'est pas du passé, c'est des mémoires. C'est ce qui reste d'un passé qui est révolu, évidemment. Donc on n'a aucune raison, a priori, de s'y accrocher, sauf que si on ne s'y accrochait pas, on n'aurait plus d'ego. Donc on a besoin d'un ego, donc on s'y accroche. Ce faisant, on y perd certaines choses, évidemment, puisqu'on en souffre. Il y a des inconvénients au fait de se constituer avec ces mémoires. Mais on a aussi un bénéfice secondaire, un bénéfice qui est d'échapper à sa mission, d'échapper à son but, de ne pas se réaliser. L'ego ne veut pas du tout se réaliser parce qu'il ne veut pas changer. Son but, c'est de rester ce qu'il est. C'est surtout, je suis ça, je ne veux pas être autre chose, personne ne doit m'empêcher d'être ce que je suis, personne ne doit remettre en cause ce que je crois être, et cela ne peut se faire que grâce à une collection de bagages de mémoire qui me définissent. Et donc, simplement, si on en souffre, c'est un choix. C'est le choix de ne pas se projeter en avant, c'est-à-dire c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'infini, la peur de ce qu'on n'est pas encore et qu'on ignore totalement en réalité. Et pour cela, on ne veut pas voir vers quoi on va. Qu'est-ce que pour toi, Michel, la loi de l'attraction? Eh bien, je dis que la loi d'attraction est un véritable piège qui fait que les gens font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Tiens, que je me rappelle une fois, j'étais dans une phase très très mauvaise de ma vie. Je passais dans le casier où je travaillais dans l'aviation, je passais dans le casier d'une fille, d'une hôtesse, qui avait des problèmes, et je lui mettais un mot, et je lui disais, chère Sophie, j'ai décidé à partir de maintenant d'avoir droit au bonheur. Et je lui mettais ça. Et puis elle m'écrivait, cher Michel, j'ai décidé maintenant d'avoir droit au bonheur. Et vraiment, c'était un programme qu'on se faisait, et je peux très bien le faire aussi en haut. Je dis maintenant, j'ai droit au bonheur, j'ai décidé maintenant d'être heureux. Et là, ça enregistre, il veut être heureux, il veut être riche, il veut être avec plein de gens autour. Et puis voilà, votre pensée est une commande permanente que vous pouvez utiliser. Or, on commande exactement l'inverse. Imaginez-vous que vous allez chez un entrepreneur et vous dites, voilà, je veux que vous me fassiez une maison, mais je ne veux pas qu'il y ait un toit comme ça, je ne veux pas qu'il y ait des portes comme ça, je ne veux pas qu'il y ait une couleur comme ça, je ne veux pas qu'il y ait un jardin comme ça. Il dit, d'accord, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement, hein? Alors, en fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on pense, c'est-à-dire, je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus être malheureux, je ne veux plus être malade. Alors, il comprend, pauvre, malheureux, malade. C'est idiot, ce truc-là. Et donc, vous ramassez la douche, vous enfoncez de plus en plus. Les gens, ils disent, Dieu, il n'existe pas parce qu'il ne s'occupe pas de moi. Mais il n'y a pas d'histoire de Dieu. C'est tout simplement que c'est un truc automatique. Il y a aussi une chose qui est très bien, c'est toujours remercier. Remercier parce qu'on voit toujours les choses sous un mauvais angle. On voit toujours ce qui ne va pas. C'est ça. C'est très payant de dire, voilà, il y a tellement de gens qui sont dans la misère, qui souffrent et tout ça. Moi j'ai tout ça, je suis bien, je remercie d'avoir fait partie des gens qui sont en fait des nantis par rapport à l'humanité, les chanceux, et je remercie pour tout ça. Ça c'est très payant aussi, parce que ça vous met un boost formidable. Et on me dit, ça c'est une autre question, est-ce que vous êtes heureux puisque vous êtes quelqu'un qui est censé avoir réussi, tout ça? Et je dis, non, je ne suis pas heureux, parce que quand je vois toute cette misère qui est autour, toute cette souffrance animale, cette souffrance, tout ça, comment on peut être heureux en disant, moi je m'en fous, moi je suis bien, etc. Non. Par contre, je vis des instants de bonheur, bien sûr, mais je ne peux pas dire que je suis heureux intrinsèquement. Voilà. Merci voilà. beaucoup, Michel. Hein. Vraiment. Franck, merci. que penses-tu
quelle est ta vision de cette loi d'attraction qui est venue dans le monde du développement personnel depuis plusieurs années maintenant, qui est assez connue dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision, toi, Franck, qui est métaphysicien, je Oui, le tu rappelle, sais, hein. en métaphysique, on ne parlerait pas de loi d'attraction, pas plus qu'on ne parlerait de loi de gravitation, parce qu'on sait que tout est dualiste et que ce ne sont que des résultantes, ce sont des effets, ce sont des résultantes d'une combinaison de deux forces opposées. La gravitation, c'est l'attraction et la répulsion qui engendrent la gravitation. Il n'y a pas de la gravitation comme ça toute seule. Pas plus que la loi d'attraction n'existe elle-même s'il n'y avait pas en même temps, nous, une loi de répulsion. La loi de répulsion la plus importante, c'est la conscience elle-même. Mais on pourrait parler de ça pendant 3 heures sur l'aspect métaphysique de la chose. Mais c'est très important parce que c'est ça qui permet d'aller au niveau de la cause du fait que nous entretenons un mal-être, comme disait Michel il y a 2 secondes, en affirmant et en argumentant, en affirmant des choses qui ne sont pas celles qu'on voudrait, et en portant notre attention sur des choses qui ne sont pas celles qu'on désire. Et au contraire, on attache notre attention à d'autres choses. Alors qu'évidemment, c'est ce vers quoi je fixe mon attention qui va se manifester. En métaphysique, on explique pourquoi et comment ça se manifeste, parce que ça se passe dans le présent, et que seul le présent est créateur, et que dans le présent, il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'une seule chose à laquelle je pense à un moment donné, et cette chose-là est la chose à laquelle je crois au présent. Et si j'y crois au présent, alors cette chose est une demande. On peut appeler ça une demande. En réalité, ce n'est pas une demande, c'est simplement une affirmation au présent, la reconnaissance que quelque chose est au présent. Et pour nous, il n'y a pas de loi d'attraction, dans la mesure où il n'y a pas des objets qui vont venir à nous. Il y a une création ex nihilo de toute chose. Comprendre ce que c'est que l'esprit, comprendre pourquoi l'esprit engendre son corps, pourquoi l'esprit a besoin de ce corps, pourquoi lorsqu'il perd son corps, il a besoin d'en recréer un. Et à mon sens, ce n'est que comme ça qu'on peut se faire une idée ferme et définitive sur la réincarnation, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs. Aujourd'hui, on s'en aperçoit. Les physiciens, tous les jours, ils découvrent un peu plus l'importance du magnétisme dans l'univers en observant le comportement des planètes, des étoiles, etc. Et donc, comprendre pourquoi il y a de l'énergie, pourquoi il y a cette énergie dualiste, ça suppose évidemment qu'on parte de rien. Parce que si on part de quelque chose, on n'expliquera rien du tout. Ça, c'est l'attitude métaphysique. Ce n'est pas l'attitude de la physique. Par exemple, je suis est présent. Le fait de ressentir, le fait de constater que la conscience est un acte présent, c'est une évidence pour tout le monde, et c'est quelque chose que personne n'a jamais pu nier. Personne n'a jamais pu exhiber du passé, ni exhiber de l'avenir. Je suis, c'est présent. Donc, ne pas faire l'hypothèse d'hypothèse, ça c'est l'attitude de la métaphysique. Et en ne faisant pas d'hypothèse, on peut expliquer l'énergie magnétique. On peut expliquer la dualité du néant. Et si on explique cette dualité, alors tous les autres phénomènes physiques et psychologiques et autres suivent, y compris évidemment tout ce qu'on peut se dire sur la réincarnation, la vie après la mort et toutes ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas fait une démarche comme ça sur le certain, on reste dans l'hypothétique, et si on reste dans l'hypothétique, on restera dans l'hypothétique jusqu'au bout, et à la dernière fois, quand on dira « ça y est, j'ai compris », on dira « non, j'ai pas compris en fait », puisque cela repose sur un postulat de départ qui, lui, n'est pas certain. Voilà le risque de cette épistémologie-là. Donc, selon moi, la physique est extrêmement utile pour, justement, reproduire des phénomènes. On mesure, on reproduit des choses, donc ça permet d'aboutir à des réalisations technologiques extraordinaires. Mais au niveau de la compréhension des phénomènes, c'est le silence. C'est le silence au point que la communauté scientifique elle-même reconnaît que la physique n'est pas la science du pourquoi. La physique est la science du comment. Elle observe, elle décrit.
Mais le pourquoi, alors ça, on n'aborde pas. On l'aborde, on ne peut pas empêcher un physicien, tous les physiciens ont leur questionnement comme n'importe quel être humain, sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la matière, etc. Tous ces pourquoi-là, il se les pose. Mais il n'a pas les outils pour y répondre. Il a des outils, par contre, pour avoir un pouvoir sur son environnement, sur la matière, etc. Donc ce sont deux choses complètement complémentaires. Et le souci aujourd'hui, c'est que la physique est arrivée à de tels résultats extraordinaires qu'on attend d'elle qu'elle ait une réponse pour le pourquoi, ce qui n'est pas son travail. On attend d'elle qu'elle ait une réponse sur l'univers lui-même, alors que l'univers n'est pas un objet physique. L'univers n'est pas un objet physique. Lorsque je fais de la physique, je vais avoir un objet entre les mains, je l'emprunte, j'ai un objet, il est extérieur au physicien lui-même, il est extérieur à l'observateur, à l'analyste. Je prends un autre objet, je peux les comparer, je peux les mesurer, je peux faire des choses. Ce sont des objets physiques. Mais l'univers n'est pas un objet physique. L'univers, je ne peux pas le cerner, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le définir, et ensuite le comparer à un autre univers en faisant des expériences sur un univers pour voir si elles se reproduisent sur l'autre univers pour pouvoir en tirer des conclusions. C'est pour ça que j'estime que l'univers n'est pas un objet physique. Et c'est la même chose pour l'esprit. On dit aujourd'hui qu'il y a une science de l'esprit, une science de la conscience qui est en train d'être, etc. Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait une science de la conscience qui est en train de venir. Il y a une science de l'analyse, des neurones, de tout un tas de choses, de phénomènes, etc. Mais de la conscience elle-même, comment ? Puisque cette épistémologie consiste à observer les choses, et personne n'a jamais observé la conscience. Personne n'a jamais observé soi en tant qu'être. C'est l'observateur lui-même, c'est l'acte d'observation lui-même. Et donc il est important aujourd'hui qu'on remette les choses à leur place, et tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'être, on peut faire toutes les hypothèses, avoir toutes les idées possibles, on ne sait pas comment se comporter. Le résultat de tout ça, il est très important, parce que si aujourd'hui on est en train de détruire la planète, on fait des guerres, on fait des choses, on a un comportement les uns vis-à-vis des autres qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'est pas juste. Et ce comportement vient évidemment d'une méconnaissance métaphysique de l'être, de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers. Et tout le monde a envie de savoir ce que c'est que soi. C'est la première chose, c'est le propre de l'être humain. C'est une des caractéristiques de l'être humain, de vouloir se comprendre lui-même. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi il y a la conscience ? Pourquoi il y a l'univers ? Qu'est-ce que je fais là et pourquoi est-ce que tout change tout le temps et moi je suis là, je reste? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que moi je change tout le temps et que c'est l'univers qui reste? Est-ce que c'est l'univers qui existe? Est-ce que c'est moi qui existe? Est-ce que je suis une conséquence, une victime de l'univers ou est-ce qu'au contraire c'est moi qui suis le créateur de l'univers? Ça c'est des questions que tout le monde se pose mais auxquelles il est très difficile de répondre. La plupart du temps, on se contente de réponses contradictoires et on accepte en même temps des réponses contradictoires. C'est-à-dire que dans les milieux spirituels, par exemple, on est tout à fait d'accord avec l'idée qu'on est créateur de son univers. On dit oui, moi je suis créateur dans mon univers, il n'y a pas de problème. Mais par ailleurs, on va croire à des formulations du réel ou du monde physique qui sont complètement contradictoires avec ça et qui sous-entendraient que c'est le contraire, que c'est l'univers qui nous crée. Parce que quand s'il y en a parmi vous, vous connaissez la théorie du Big Bang, toutes ces choses-là, la théorie du Big Bang, elle laisse supposer que nous sommes le produit d'une évolution par rapport à un flash de quelque chose qui est mal défini, qui pourrait être un flash de conscience, mais qu'est-ce que ça veut dire, un flash de conscience dans le néant? Jusqu'à présent, la plupart des physiciens qui défendent le Big Bang défendent quand même l'idée d'une explosion d'énergie ou de matière, ou quelque chose qui est une substance, en tout cas. Et que petit à petit, cela va engendre des particules, des atomes qui s'organisent. On se demande pourquoi ils s'organisent d'ailleurs. Il n'y a aucune raison dans ces théories pour que l'univers s'organise, même avec les cordes, etc. Il faudrait savoir d'où viennent les cordes, pourquoi il y a des cordes, etc. On tourne en rond avec des hypothèses comme ça. Donc, le Big Bang, on est censé en venir, puisqu'il faut une évolution pour un bout d'un moment, que la vie apparaisse, n'est-ce pas? Que les molécules s'agglomèrent,
se mêlent pour créer quelque chose de vivant. Et après, petit à petit, évidemment, on dénie toute conscience à ce qui n'est pas vivant, et même à l'animal souvent, etc. Mais pour des raisons qu'on cherche encore dans la matière, qu'on cherche encore dans l'atome, qu'on cherche dans les neurones, etc., on va essayer d'expliquer comment, un jour, la conscience serait apparue, sous prétexte qu'avoir une conscience est une façon est plus habile que de ne pas en avoir, et qu'on a plus de chances de survivre quand on est conscient que quand on n'est pas conscient. Bon. Il n'y a pas besoin d'être un enfant de 4 ans comprendrait que ce genre d'hypothèse ne tient pas debout. C'est pas comme ça qu'on peut expliquer la conscience, bien entendu. Et puis tout le monde sait aujourd'hui, vous en avez l'intuition avec son cœur, avec tout ça, depuis toujours. Les grands sages le savent et le disent, et vous l'avez entendu, et vous le savez, vous le reconnaissez vous-même, que la conscience est dans tout et partout. Évidemment. Que c'est pas quelque chose qui est apparu au bout d'un moment dans l'évolution de l'univers. Si un atome, si une particule tourne autour d'une autre particule, c'est parce qu'elle veut tourner autour. Et que parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais c'est un besoin, c'est une relation d'amour, au même titre que nos relations d'amour qui font qu'aujourd'hui nous nous tournons autour. Et là, qu'est-ce que nous faisons d'autre que nous tourner autour? On se tourne autour parce qu'on se dit des choses, on essaye de voir si on a les mêmes idées, on essaye de voir si on a les mêmes sentiments, les mêmes souffrances, etc. On cherche donc à s'unifier, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toujours cette limite du corps ou de l'ego, etc., qui dit bon, l'autre est extérieur à moi. Et pourtant, au fond de vous-même, vous savez tous que vous n'êtes pas, que le monde ne vous est pas extérieur. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Tout le monde a cette intuition, en tout cas, tous les gens un peu éveillés, qui gravitent dans les milieux spirituels, etc., ils ont cette intuition que tout est dans tout, que l'univers est conscient dans sa totalité, qu'une planète c'est un être spirituel, une galaxie c'est un autre être spirituel, un chat c'est un être spirituel, etc. Il n'y a pratiquement plus de doute pour ce genre de choses chez la plupart des gens. Et néanmoins, quand on va à l'université, on nous apprend quoi? On vient du Big Bang et petit à petit on a fait naître la conscience. Alors qu'il faut la conscience, puisque c'est la physique quantique qui le constate, il faut la conscience pour qu'il y ait une particule. Donc il a bien fallu qu'il y ait la conscience quelque part avant le Big Bang, en tout cas, pour que ces particules soient en relation entre elles. Il n'y a pas de différence entre magnétisme et esprit. S'il y a du magnétisme à l'origine, il y a de l'esprit à l'origine. S'il y a du magnétisme à la fin, il y a de l'esprit à la fin. Et il n'y a jamais eu autre chose, et il n'y aura jamais autre chose que cette dualité magnétique. La dualité magnétique, c'est l'attraction-répulsion. Mais c'est l'attraction-répulsion pour des raisons bien claires, bien précises, qui sont parfaitement connues et démontrées, et sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et d'ailleurs, aucun physicien jusqu'à présent n'a jamais pu, Dieu sait si on en a contacté et si on en a rencontré aussi, n'ont jamais pu revenir sur ces conclusions et démontrer le contraire. Il va expliquer tous les phénomènes physiques avec une seule énergie, ce que cherchent à faire les physiciens depuis la nuit des temps, c'est-à-dire une théorie unitaire. Comprendre tout à partir d'un seul principe. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, en physique, on fait appel à plein de théories différentes, et souvent contradictoires d'ailleurs. C'est difficile de concilier l'expansion de l'univers et la gravitation, donc on est obligé d'imaginer une autre force qui, elle, repousserait au lieu d'attirer. Puisque certaines théories prétendent que l'univers est en expansion. Ça, je ne crois pas une seconde d'ailleurs. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, loin de là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que même avec de la physique, même avec des observations, on arrive à des conclusions qui finissent par être métaphysiques, d'ordre métaphysique. C'est-à-dire que lorsqu'on croit à la gravitation, et qu'on dit tout est fondé sur la gravitation, tout l'univers est issu de la gravitation, etc., et c'est la force principale de l'univers, au bout d'un moment on se dit bah oui mais on est quand même obligé d'aller chercher une force opposée qui elle serait répulsive, que la gravitation c'est censé ne faire qu'attirer. Et ça c'est très intéressant, ça nous arrange parce que depuis toujours mon père il expliquait que, il explique toujours d'ailleurs, que tout est énergie magnétique et non pas gravitation, pas du tout. La gravitation n'est qu'un effet particulier, une circonstance particulière, très répandue mais très particulière, du magnétisme, pas du tout de l'électromagnétisme, du magnétisme.
de l'énergie magnétique, qui est donc dualiste, attractive et répulsive. Elle n'est pas que attractive. Et lorsqu'on part de cette évidence que tout est dualiste, que tout est magnétique, enfin, c'est pas une évidence au départ, c'est une conclusion. Ben, on peut rendre compte des différentes forces que la physique a été obligée d'inventer parce qu'elle n'a jamais attaché l'importance qu'elle aurait due au magnétisme. Le magnétisme, pour la physique, ce n'est pas quelque chose de primordial. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Et pourtant, avec le magnétisme, on peut expliquer la gravitation. On peut expliquer la force forte, ce que les physiciens appellent la force forte, c'est-à-dire cette cohérence des noyaux avec des particules qui, en fait, sont censées se repousser. Puisque ces noyaux sont constitués de particules toutes positives, donc elles devraient se repousser. Et comme on est obligé, pour certaines raisons, de les multiplier au niveau d'un noyau, il faut bien les faire tenir entre elles. Et donc on a inventé une espèce de colle cosmique qu'on appelle la force forte. Et ainsi de suite, des théories comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres pour rendre compte des effets, parce qu'on part sur des bases fausses, sur des bases qui ne sont pas solides, sur des bases qui sont hypothétiques. Et la métaphysique, elle refuse les hypothèses. La métaphysique, ça consiste à ne pas faire d'hypothèses. Si on fait des hypothèses, on ne peut jamais avoir de certitude. C'est ça le problème avec la science physique. Les hypothèses font qu'on multiplie les théories, mais on ne peut jamais savoir au bout du compte ce qu'il en est. Ce qui est vrai, ce qu'il faut, on ne peut pas. En métaphysique, il n'en est pas question une seule seconde. En métaphysique, on est obligé de partir de rien. Si on ne part pas de rien, on part de quelque chose, et si on part de quelque chose, c'est foutu. On ne peut rien comprendre. On ne peut rien expliquer en partant de quelque chose. C'est comme en mathématiques, si on part d'un postulat, c'est impossible de savoir à l'arrivée si ce qu'on a conclu est juste ou pas. Impossible. Ça dépend du postulat. Donc pas de postulat. Aucun postulat. Partir du néant, partir de rien. Et c'est la seule attitude qui permette au bout du compte, de comprendre les choses. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Franck, sur la définition de Dieu pour vous? Oui, pour moi c'est clair. Dieu n'est pas l'origine de l'univers. C'en est le but. Et c'est uniquement le but de l'univers. Et c'est parce que c'est un but que c'est une source d'énergie. C'est toujours le but qui nous donne de l'énergie. Si nous avons de l'énergie, c'est parce que nous avons un but. Le jour où on n'a plus de but, on déprime, on ne sait plus où on va, etc. Et on ne connaît pas forcément ce but. Mais si on se lève le matin, c'est parce qu'on en a un. On sait qu'on en a un de toute façon. Sinon, il n'y a pas d'énergie. L'origine de l'univers n'est pas dans le passé. Il n'a pas été créé. Il est créé à chaque instant par ce but, parce que ce but n'est pas réalisable, justement. L'infini étant absolument nécessaire et n'étant jamais réalisé, tous les finis deviennent nécessaires et tous tendent vers l'infini. Donc chacun d'entre nous est une façon d'aller vers l'infini, donc une recherche de Dieu, en quelque sorte, si on peut, puisque le mot de Dieu est tout à fait adapté pour parler de cet absolu. Eh bien, on est tous dans ce cheminement-là. Et en ce sens, Dieu, effectivement, à l'infini, il n'est pas l'infini lui-même, puisque l'infini n'est pas, mais il est à l'infini, il est le but qui nous tire, et en tant que but, il est évidemment créateur, mais créateur à chaque instant, de toutes les finitudes, et de tout ce qui n'est pas infini, et qui est nécessaire à l'infini, de la même façon que tous les nombres sont nécessaires pour réaliser l'infini. Si on en supprime un, il manque quelque chose, c'est pas l'infini. Et si on en met deux fois le même, eh ben c'est pareil, ce n'est toujours pas l'infini. Et donc voilà la raison pour laquelle chacun de nous, chaque être dans l'univers, chaque personne, mais pas seulement, les animaux, les plantes, les chats, les fleurs, les particules atomiques, les planètes, tout cela, ce sont le même être, la même conscience, qui est toujours à la recherche de l'infini, mais ce sont des façons finies et limitées et personnalisées de rechercher l'infini. Ce sont des finitudes. Toutes les finitudes existent potentiellement, elles ont toutes lieu d'être, elles sont toutes absolument nécessaires, et elles sont nécessaires les unes aux autres parce que c'est leur unification, leur unité, leur complémentarité qui permet de faire petit à petit ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire l'infini.
Franck, bonjour. Bonjour Serge. Voilà, donc nous nous a invités à l'Université francophone de métaphysique. Et c'est en direct de cet institut que tu as créé, dont tu es le directeur, que tu nous reçois. Et on va faire une petite vidéo, en particulier pour ceux qui suivent les études d'ésotérisme, de métaphysique s'il y en a, et les métaphysiciens, eux, te connaissent. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est te faire connaître auprès de ceux qui étudient par exemple la psy-éso, et en particulier, notamment, parmi la génération des 25-35 ans, je dirais, qui eux te connaissent moins ou pas du tout. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes un petit peu et que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais et de ce que tu es, s'il est à supposer que les deux soient liés. C'est une supposition comme une autre. Et évidemment, petit à petit, la physique s'aperçoit, en étudiant la matière, qu'il n'y a pas de matière. Hein, c'est de notoriété publique aujourd'hui de comprendre qu'à force de chercher vraiment, d'intercepter ce que c'est qu'une particule, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de particules, il n'y a jamais de particules, il n'y aura jamais de particules, et que l'effet de particule, le simple effet, l'apparence, l'illusion de la particule, provient principalement de l'acte d'observation. C'est parce que j'observe que la particule se manifeste, et se manifeste réellement. Sinon, c'est une potentialité éventuellement, et encore faudrait-il savoir pourquoi il y a une potentialité de particules. Mais en tout cas, aujourd'hui, la physique s'aperçoit que l'acte d'observation est premier. Or, l'acte d'observation, c'est simplement un autre mot pour dire la conscience, sans le dire. C'est la conscience, c'est l'être. Et donc la métaphysique, par principe, elle va s'occuper, elle, de ça, de l'être, de la source, de cet acte d'observation. Pourquoi il y a cet acte d'observation? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi donne-t-il naissance à une apparence, à une illusion de matière? Bien sûr. On ne peut pas faire de métaphysique en parlant de quelque chose, en partant de quelque chose, c'est pas possible. Il faut partir de rien. Et de toute façon, on comprenait que l'énergie magnétique est la pure opposition de deux principes immatériels qui n'ont pas de substance physique, qui sont simplement une opposition de principes inséparables mais contraires, dont la somme est égale à zéro, parce qu'ils sont contraires. Et autrement dit, puisque tout l'univers que nous percevons est énergie magnétique, ça on l'avait démontré depuis longtemps, et bien évidemment il est égal à zéro globalement. Donc finalement, quand on dit on va expliquer l'univers, on dit on va expliquer quelque chose qui n'est pas. Et en expliquant, en cherchant à expliquer l'origine de cette énergie, c'est-à-dire pourquoi, puisque c'est rien, c'est le néant. Donc si c'est le néant, c'est de là qu'il faut partir, et il faut comprendre pourquoi le néant est une dualité, puisque le magnétisme est une pure dualité et que tout est cela, bien comprendre pourquoi et en quoi le néant est une dualité. C'est ça qui a pris 15 ans de méditation pour le comprendre. Ça n'était pas facile. Aujourd'hui, quand on en parle, on dit bah oui, c'est évident, mais évidemment, c'est facile une fois qu'on le dit, mais ça n'était pas facile de cerner en quoi le néant est nécessairement une dualité. Et ensuite, c'était facile de comprendre que cette dualité engendrait l'énergie, mais ce qui est apparu en premier, c'est la conscience. C'est la cause de la conscience, le fait d'avoir conscience. Donc l'acte d'observation lui-même était expliqué à partir de son absence, mais cette naissance, elle est à chaque instant. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas à un moment. On ne peut pas dire à un moment il y a eu la conscience qui est née, et maintenant elle ne naît plus. Non, non, tout se passe dans l'instant présent. Dans l'instant présent naît la conscience, et donc dans l'instant présent naît l'énergie, et dans l'instant présent naît l'univers. Il n'est pas question d'univers qui naîtrait il y a 15 milliards d'années ou que ce soit. Ça n'a pas de sens. Je me distingue de l'univers, je distingue l'univers de moi. C'est une dualité à laquelle je ne peux pas échapper. Il ne peut pas y avoir cet effet-là s'il n'y a pas maintenant la cause de cela. La cause de cette séparation, la cause de cette dualisation. Et c'est ça donc que nous expliquons. Et en expliquant ça, évidemment, on peut expliquer l'origine de l'être, l'origine de l'existence, l'origine de l'univers, à partir du néant, pour la première fois, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, même si beaucoup s'en sont rapprochés à certaines époques, dans certains ésotérismes, etc., une tradition. Et à partir de là, donc, comprendre tous les phénomènes physiques, mais ça on les comprenait déjà, rien qu'en comprenant que tout est magnétique, on peut expliquer tous les phénomènes physiques, tous les phénomènes cosmiques, etc., à partir de l'énergie magnétique, beaucoup mieux que sans l'énergie magnétique, beaucoup mieux qu'avec la gravitation.
Bien sûr, la gravitation ne permet pas d'expliquer pourquoi la Terre tourne, ne permet pas d'expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, et surtout on ne sait pas du tout pourquoi il y a la gravitation. Alors que tout ça, c'est plus du tout des mystères depuis longtemps, et comprendre cela, c'est très important. On peut se dire, ça ne me concerne pas, ça concerne les spécialistes, les physiciens, tout ça, pas du tout. L'univers, c'est moi, l'univers, c'est mon corps. L'univers, c'est mon existence maintenant. Ma vie, ça consiste à percevoir un univers. Donc ça me concerne au premier chef. Et si je veux avoir une relation juste à cet univers, j'ai intérêt à savoir ce qu'il est. J'ai intérêt à savoir s'il est extérieur à moi ou pas. J'ai intérêt à savoir si c'est de la matière ou pas. J'ai intérêt à savoir si c'est vivant ou pas. Tout ça, c'est absolument essentiel pour que ma relation à cet univers, donc aux autres, donc aux animaux, donc aux plantes, donc aux autres planètes, soit juste. Et évidemment, le but de toute métaphysique, comme le but de toute science et le but de toute philosophie, c'est d'une part le bonheur, c'est-à-dire la paix, être tranquille avec ça, ne plus se poser ce genre de questions qui empoisonnent la vie, qui fait qu'on ne sait jamais sur quel pied danser, qu'on ne sait jamais quelle est l'attitude juste qu'on peut avoir dans le monde. Et d'où le résultat d'ailleurs de la planète telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la preuve de cette ignorance et de cette incapacité à comprendre ce que c'est que l'univers et ce que c'est que soi. Donc connais-toi toi-même, c'est bien effectivement la chose importante. Et pour se connaître soi-même, il faut faire abstraction de soi, c'est-à-dire partir du néant, comprendre pourquoi il y a l'être à la place du néant. Une fois qu'on a compris, l'être est une dualité, on peut s'en expliquer bien sûr, l'être est une dualité, pourquoi cette dualité naît à chaque instant à la place du néant, pourquoi il y a la conscience à la place du néant. Une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi cette conscience a une forme atomique, pourquoi tout cela prend forme d'atomes, de planètes, d'étoiles, etc. Et que tout cela évolue vers les formes que nous connaissons, et bien au-delà d'ailleurs, les formes que nous ne voyons pas encore, et ainsi de suite. Et d'où l'importance de créer une structure où on puisse enseigner ça, parce que pour l'instant il n'y en a pas. C'est difficile de faire des révolutions scientifiques à ce niveau-là, c'est beaucoup difficile à accepter, mais du point de vue de la métaphysique, évidemment, comme tous ces phénomènes s'expliquent facilement, eh bien, la physique est incluse dedans. Puisqu'elle est incluse dedans, comme sont incluses d'ailleurs les autres sciences successives qui découlent de l'origine de l'être, c'est-à-dire tous les domaines de l'existence découlent de ça, eh bien, évidemment, ceux qui se sentent contenus là-dedans se sentent menacés dans leur pouvoir, tout simplement, le pouvoir de l'ego en réalité. Finalement, à quoi ça sert la métaphysique, ou à quoi ça sert la haute métaphysique dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours? La philosophie sert à comprendre des choses. Et depuis toujours, on fait de la philosophie. Et c'est parce que ça sert à quelque chose. Si ça ne servait à rien, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. On passe notre temps à chercher, à s'interroger, à se demander qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, pourquoi la souffrance, etc. Bah, c'est parce qu'on sait très bien au fond de nous que le comprendre, ça nous apporterait quelque chose. Effectivement, il y a quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. Comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. Eh bien, toute la vie, c'est des comment. Toute la vie, c'est des choses qu'on a l'impression de subir. Et puis, avec la haute métaphysique, on finit par se dire, mais finalement, j'ai une liberté que je ne connaissais pas. J'ai un libre arbitre que je ne connaissais pas. J'ai une liberté, j'ai une puissance créatrice dont je n'avais pas l'impression au départ. J'avais l'impression de débarquer là dans un univers qui était là avant moi, et moi, je suis là provisoirement. Et puis, je m'aperçois avec la haute métaphysique que c'est le contraire. En fait, c'est moi qui suis éternel. Et c'est l'univers qui change tout le temps, qui évolue tout le temps autour de moi. Et j'ai par rapport à cet univers une immense responsabilité. Et à ce moment-là, le but de la vie, ça devient de faire en sorte que cet univers sur lequel j'ai une responsabilité, ce soit d'y faire reculer la souffrance. C'est-à-dire faire en sorte que les gens qui m'entourent, le monde qui m'entoure, les animaux, les plantes, la planète, tout cela souffre moins, que cela soit plus heureux. Que tout le monde, à un moment ou à un autre, a besoin de comprendre. Mais ce n'est pas toujours le moment. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de subir des choses, et puis au bout d'un moment, on finit par se poser des questions. Et à force de se poser des questions, ces questions s'affinent, deviennent de plus en plus justes, de plus en plus précises. Et lorsque les questions sont justes, lorsque les questions sont matures, alors les réponses sont toutes proches. On est prêt pour les réponses. Et on va les trouver soi-même, éventuellement, les réponses. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'exception. Tout le monde a besoin de philosophie, tout le monde a besoin de comprendre l'univers, tout le monde a besoin de comprendre qui il est,
quel est le sens de sa vie, à quoi ça sert d'être là, est-ce que j'ai une mission, est-ce que j'ai pas de mission. Tout le monde a besoin de ça, mais souvent on est pris par le monde apparent, l'agitation du monde, pareil au plus pressé, faire tant de ces choses en même temps, et donc on n'a pas le temps de se replier sur soi, de se remettre, de s'intérioriser, de se poser des questions. Et donc quand c'est pas le cas, c'est pas le moment. C'est qu'on ne peut pas avoir de réponse quand on ne se pose pas de questions. Mais si on se pose des questions, et il y aura toujours un moment dans notre existence ou dans notre évolution où on se posera véritablement des questions, si on se pose des questions, alors il faut trouver des réponses. Il ne faut pas renoncer à la question sous prétexte qu'on ne trouve pas la réponse. La réponse, elle est quelque part. Si la réponse n'apparaît pas, c'est parce que la question n'est pas encore arrivée à maturité. Et à ce moment-là, il dit, ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Et à ce moment-là, la vie s'éclaire, la vie a un sens. Et puis il y a des choses qui disent, mais pourquoi j'ai souffert de ça si longtemps, c'était complètement stupide. En fait, c'était tout à fait autre chose. En réalité, tous les événements de notre vie nous amènent à quelque chose de métaphysique, à quelque chose sur le sens de l'existence, sur la réalité de l'existence, sur la réalité de nos relations et tout ça. Et il se trouve que on peut, avec un effort de rationalité, avec un effort de compréhension et avec une volonté réelle d'aller au fond des choses, on peut trouver plus vite des réponses sans avoir besoin de souffrir 1000 vies et de souffrir 1000 affres dans l'existence pour arriver à comprendre certaines choses. On peut les comprendre de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. C'est ça le but de la métaphysique en général, c'est d'arriver à communiquer des choses qui sont universelles à tout le monde, qui vont permettre à tout le monde d'avoir un éclairage sur ce qu'il vit, et sur ce qu'il va vivre, ce qu'il a vécu, etc. L'ensemble de notre existence, c'est ça qu'on a besoin d'éclairer, d'illuminer. Et évidemment, plus on va monter dans l'évolution spirituelle et se reconnaître que cette conscience universelle, c'est soi, plus on sera responsable. C'est tout à fait clair. Plus on se rendra compte qu'on est créateur. Et plus on sera responsable, évidemment. Et plus on sera libre. Mais tant que je m'imagine que je suis la créature, que je suis une personne, que je suis un être humain, évidemment, ma marge de manœuvre est extrêmement faible. Donc tout l'art de la métaphysique, de la haute métaphysique, c'est de comprendre, de passer de l'un à l'autre, de se croire moins l'ego et de se croire davantage l'être, qui ne sont pas du tout la même chose. Et généralement, on a l'habitude de confondre.